Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Dans cette deuxième vidéo sur la question de l'immortalité, on va traiter des aspects plutôt scientifiques de la question. On va montrer aussi quelques preuves scientifiques de l'immortalité de l'âme et on va essayer d'analyser les retombées de cette idée-là. Si tout cela s'avère vrai, quelles sont les retombées pour la vie humaine? Aujourd'hui, on peut dire que l'immortalité de l'âme n'est plus une question liée à la religion ou à la philosophie seulement, c'est aussi une question liée à la science. Récemment, aux États-Unis, un groupe de scientifiques a publié ce qu'ils appellent les nouveaux paradigmes, les paradigmes post-matérialistes. Vous voyez bien que ces gens-là se sont rendus compte de quelque chose que le spiritisme avait déjà énoncé quelques décennies auparavant. Donc, on est à la veille d'un gros changement pour l'humanité parce qu'on a des gens très cultivés, sont des PhD, on parle des gens comme Mario Beauregard, on parle de Gary Schwartz à l'Université de l'Arizona, Lisa Miller à l'Université Columbia, ainsi que d'autres, plusieurs autres, autant aux États-Unis qu'en Europe, au Canada, qui commencent à s'impliquer et à étudier ces questions-là parce que finalement, on ne trouve pas de réponse pour plusieurs de nos questions, comme par exemple, c'est quoi la conscience? Parce qu'on n'est pas capable d'expliquer la conscience en regardant les connexions des neurones. Donc, on a des imageries cérébrales, mais ça fait allumer des parties de notre cerveau, mais ça n'explique pas la conscience. Donc, ce nouveau paradigme, il est très intéressant parce que, première chose, notez bien, ils n'ont pas dit un paradigme spiritualiste, ils ont dit post-matérialiste. Donc, ils sont très attentifs à ne pas aller trop vite, mais sincèrement, ce qu'ils sont en train d'énoncer, Allan Kardec l'avait déjà mis dans les livres des esprits il y a quelques décennies. Mais c'est super quand même, parce que ça veut dire que ce qu'Allan Kardec avait prévu, ça veut dire que la science allait avancer de manière à rejoindre ces principes-là, et il les a énoncés par ses moyens, parce que la science va suivre sa méthodologie. On verra qu'ils ont énoncé des principes qui sont très semblables à ce qu'on avait déjà mis ou connu dans les énoncés spirites. Première chose, mettons, l'esprit est un fondement de la réalité. Notez bien, hein, l'esprit est un fondement de la réalité. Donc, vous vous rappelez que dans la première vidéo, on avait dit l'esprit est les principes intelligents de l'univers. Donc, là, on est en train de dire la même chose, mais avec d'autres mots. Un fondement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à la base de la réalité. L'esprit peut agir sur la réalité, sur les corps, sur le cerveau, changer cette réalité. Et ça, c'est quelque chose. Hein? Ça, c'est pas quelqu'un lié à la religion qui est en train de dire. Ce sont des scientifiques, des gens qui sont très capables de raisonner, de penser, qui n'ont rien de naïf. Donc, il faut qu'on commence à regarder les choses d'une manière plus réaliste. Ils vont dire encore plus. Il n'est pas localisé. Donc, il peut agir au-delà de l'espace et du temps. Bon. La non-localité, c'est un principe de la physique quantique. Et on verra que ces scientifiques se sont rendus compte de quelque chose qui on va trouver très facilement dans les livres des esprits, mettons, quand les esprits vont dire à Allan Kardec, les esprits peuvent bouger
selon leur pensée. Il suffit qu'ils pensent un endroit pour qu'ils s'y trouvent. Et ils peuvent se déplacer à la vitesse de sa pensée. Donc, c'est sûr que les principes des localités, d'être placé à un endroit quelconque, ne s'appliquent pas aux esprits. Mais il y a des gens même, des gens comme nous autres, qui sont un corps dans un corps physique, qui ont été capables d'y prouver cette réalité-là, mettons par la télépathie, qui a été largement étudiée aux années 30, 40, 50 aux États-Unis et un peu partout aux États-Unis et en Russie, surtout parce qu'ils avaient des intérêts militaires. Donc, quelqu'un qui est capable d'y agir à distance sur un objet, bon, c'est sûr qu'il est en train d'y dépasser les limites du temps et de l'espace. Mais celles-là, on les connaissait déjà, ça fait quelque temps. Sauf que ces scientifiques sont en train de nous dire il faut qu'on commence à intégrer ces connaissances vraiment à notre perception de la réalité, à notre manière de traiter la réalité et de traiter l'être humain. On n'est pas seulement un corps, on est beaucoup plus que cela. Ils vont dire plus, l'esprit aux consciences n'est pas la conscience, excusez, n'est pas un produit du cerveau, mais le cerveau est utilisé comme un instrument de l'esprit. Vous notez la différence? Vous voyez la différence? Le cerveau n'est qu'un instrument de l'esprit. Et d'où ils vont sortir cette affirmation-là, très simple. Dans les cas d'expériences des morts imminentes, les gens gardent la mémoire des expériences qu'ils ont vécues pendant la période qu'ils étaient supposément morts, ou qu'ils étaient morts selon la science, mais qu'ils ont écouté des choses, vu des choses, écouté des conversations, ils ont vu tout ce qui s'est passé autour d'eux. Et là, ils reviennent en racontant tout cela, mais comment ça se fait que quelqu'un a gardé la mémoire de quelque chose qui était en train de se passer, mais s'il était mort? Donc, le cerveau, il est un instrument de l'esprit. Et la conscience n'est pas un produit de notre cerveau. Le cerveau n'est qu'un instrument de notre conscience qui n'est rien d'autre que l'esprit. Ainsi, mes amis, vous voyez bien, on est dans quelque chose qui, on peut dire, révolutionnaire. C'est vraiment un changement de paradigme. En plus, on peut parler des preuves, parce qu'à l'époque d'Allan Kardec, il s'était penché surtout sur les phénomènes médiumniques. Mais aujourd'hui, on peut aller au-delà de ça. Évidemment qu'il y a encore la médiumnité. Donc, on a des médiums, comme on l'avait au Brésil, Chico Xavier, c'est un phénomène. Madame Yvonne Pereira, qui était aussi une médium extraordinaire. Ces médiums-là nous ont donné des milliers de lettres qui ont été reçues de défunts adressés à leur famille. Et les scientifiques se sont penchés sur ces lettres-là. Il y avait des données, des tonnes de données, parce que l'esprit qui se présentait donnait des indications, des noms, des membres de leur famille. Enfin, la quantité de données, même des signatures qui ont été comparées avec des documents de la personne en vie. Tout cela a été fait, a été publié. Il y a plusieurs livres. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de traductions encore, et cela s'en vient. Mais si on laisse de côté la question de la médiumnité, qu'on pourrait parler d'Emmanuel Swedenborg, on pourrait parler d'Andrew Jackson Davis, on pourrait parler de Madame d'Espérance, d'Edgar Cayce aux États-Unis, très connu. On a Hermance Dufault, mettons, une petite fille de 14 ans qui a aidé beaucoup à Allan Kardec dans la réception du livre des esprits, de la révision du livre des esprits, mais était une petite fille de 14 ans qui recevait des communications par l'écriture automatique. Bon, mais
Des fois, elle était en train de parler à quelqu'un à côté d'elle et son bras travaillait tout seul. Donc, les scientifiques se sont mis à étudier ces phénomènes, mais là, on reste dans quelque chose qui touche à la médiumnité. Donc, vous pourriez être très sceptique, mais on a d'autres preuves à vous indiquer. Mettons aujourd'hui les expériences des morts imminentes. Ça s'y trouve vraiment, c'est à peu près 20% de la population qui subissent ces phénomènes-là. Parmi les gens de la population qui a subi, mettons, des arrêts cardiaques ou des traumatismes, n'importe de quel genre, qui ont ont passé par les phénomènes de la mort, leur cerveau montait des ondes complètement plates, donc zéro. Et ces gens-là, 20% de ces personnes-là reviennent en racontant des histoires qui avaient des similitudes, des similarités qui ont été notées par les scientifiques et qui ont classé tout ça. Et aujourd'hui, on a des associations, mettons, on va vous laisser des références. On a IANDS, c'est l'Association internationale pour l'étude des états proches de la mort. Aux États-Unis, elle s'appelle International Association for Near-Death Studies. Cette association, elle est présente dans plusieurs pays aussi. On sait qu'elle est présente au Canada. Donc, ce n'est pas quelque chose on a laissé échapper. Les scientifiques se sont penchés sur la question. Il y a des dizaines de livres qui ont été publiés et les phénomènes sont très parlants parce qu'ils sont des gens comme vous et moi qui ont subi la mort, qui ont été ressuscités par les ressources qu'on a aujourd'hui dans la médecine. Et ces gens-là ont vécu des expériences super réelles. Quand je dis super réel, c'est parce qu'ils voyaient tout ce qui s'y passait, ils entendaient les gens. En revenant, ils donnaient des informations qui même les gens qu'ils avaient aidés pendant ces moments de difficulté, mettons, en Messier, les gens ont enlevé ces prothèses, l'ont mis dans un tiroir à l'entrée de l'hôpital, et là, en revenant, il était mort. En revenant, en étant ressuscité, il a demandé ses prothèses et les gens dans la salle ont dit, mais désolé, on ne sait pas où. Il a dit, bon, elle s'y trouve dans les tiroirs à l'entrée de l'hôpital, dans une salle. Il a décrit ça pour dire le minimum, parce que chacune de ces personnes-là revient avec beaucoup d'informations. Donc là, on a les explications ad hoc. C'est ce qui a été prévu par Thomas Kuhn, parce que les gens, dans les paradigmes actuels, matérialistes, vont essayer des explications. Oh, cette personne-là a subi une hallucination. Bon, mais si le cerveau est mort, comment quelqu'un peut subir un phénomène qui dépend du cerveau? Ça n'a pas de sens. Dans une hallucination, la personne a une perte de conscience, il n'a pas de lucidité, tout est brouillé, mais ce n'est pas ce qui se passe dans un phénomène de mort imminente. Les gens ont comme une super conscience, donc on devient capable d'y voir des choses qu'on n'est pas capable d'y voir, d'entendre des choses qui d'habitude on n'est pas capable. Les gens vont décrire des choses comme la vision à 360 degrés, la capacité de parler tout simplement avec la pensée, sans bouger, sans utiliser la bouche. Donc, ce sont des phénomènes très, très intéressants parce que ce sont des gens comme nous autres. Ce que la science fait, c'est tout simplement ramasser les informations, tester, analyser, vérifier, et cela s'avère de plus en plus évident. Okay? Il y a même un scientifique qui en Europe qui a dit récemment, écoutez, si après analyser tout ça, vous vous dites encore incapable de comprendre et d'accepter, bon, il faut il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes
c'est tout simplement vouloir être un aveugle par choix pour refuser tout cela. En plus, on a des scientifiques qui sont en train d'étudier la question de la vision au moment de la mort. Donc, il se passe des choses, on voit des choses, on voit des gens de notre famille qui sont décédés, qui viennent nous recevoir, qui viennent nous en parler. Et là, les gens reviennent parce que la médecine est capable aujourd'hui de faire presque des miracles. Et ils vont raconter ces phénomènes. On a la question de la transcommunication, donc des gens qui sont capables de se manifester devant des caméras très puissantes avec la technologie qu'on a développée. Donc, ces phénomènes-là ont été constatés de manière très, très spontanée parce qu'il y avait des gens qui laissaient la caméra dans un boisé pour enregistrer les oiseaux et les bruits des oiseaux. Et finalement, ils se sont rendus compte en regardant les vidéos qu'il y avait des visages, qu'il y avait des voix. Donc, ils ont amené ça dans un environnement plus contrôlé, dans les labos, pour étudier les phénomènes. Donc là, c'est à Paris ce qu'on appelle la transcommunication. Les recherches sur la réincarnation, c'est un autre sujet qui est très, très, très étudié aujourd'hui par quelques scientifiques au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Et là, on a des cas comme on a vu aux États-Unis, mettons, deux petits garçons qui vont raconter leur vie de quelques décennies avant. Bon, là, les scientifiques sont allés chercher les infos, ont rencontré tout ce qu'ils avaient énoncé, ont trouvé les personnes qu'ils disaient être leur vie antérieure. Ils ont confirmé toutes les informations, mais là, on parle de deux petits garçons. Les travaux d'Ian Stevenson aux États-Unis, c'est quelque chose. Il a étudié plus de 2000 cas. Il a publié 20 de ces cas-là, qu'il a dit, écoutez, ces 20-là, on n'a pas d'explication. Il faut accepter l'hypothèse de la réincarnation. Mais pour réincarner, il faut être vivant avant, réincarner, et continuer après, pour qu'on puisse réincarner à nouveau. Donc, l'immortalité de l'âme, c'est quelque chose d'implicite dans les phénomènes de la réincarnation. Et on pourrait ajouter d'autres, mais vous voyez bien, le temps file, et on arrive à la fin. Tout simplement, on aimerait, on va vous laisser quelques références dans la description. Et vous pouvez consulter, vous pouvez nous poser des questions, envoyer vos commentaires. Et qu'est-ce que cela implique finalement? Si l'immortalité de l'âme s'avère quelque chose de confirmé par la science, il y a l'air que c'est très logique qu'on est rendu là déjà. Les conséquences sont immenses pour les individus et pour la société. Pour l'individu, parce que ça change notre vie. La matière n'est pas le centre de notre vie. On est sur cette planète pour, selon les esprits, pour subir des épreuves, pour grandir, pour développer notre capacité intellectuelle et notre spiritualité. À ce moment-là, on voit que la morale chrétienne prend tout son sens parce qu'elle n'est pas quelque chose d'imposé par une religion, mais c'est la conséquence logique de la vie, parce que si on va continuer à exister, ça veut dire qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait. On ne peut pas blesser les gens et penser que cela va rester comme ça, sans conséquence. On ne peut pas voler les gens et imaginer que cela n'a pas de conséquences. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on veut a des conséquences. Il y a de l'importance. C'est très, très important. Donc, la matière n'est plus le centre de notre vie. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'est pas importante. Elle est très importante parce que c'est notre école. C'est dans la matière qu'on est capable de développer nos facultés, nos capacités, nos compétences, et cela nous donne la possibilité d'avancer plus rapidement. Nos êtres chers sont là, mais on ne peut pas les rejoindre
d'une manière artificielle. Donc les suicides, pas question, parce que selon les descriptions qu'on a de ces êtres-là, c'est la pire des choses qu'on peut faire. Donc il faut accepter la vie, vivre la vie, accepter la souffrance, comprendre la logique derrière tout ça. Il y a une logique. Donc, si vous m'entendez à ce moment-ci, et vous éprouvez des difficultés, vous passez par des situations difficiles, ayez un peu de patience. Prenez le temps de connaître tous ces aspects de la réalité qu'on est en train de vous montrer et vous allez voir, ça va aller, ça va aller. N'ayez pas peur de vivre de manière à aimer les gens, à chérir les gens, à soigner les gens, à respecter les gens. La vie, c'est quelque chose de précieux, de vraiment très important, c'est précieuse et on doit vivre d'une manière à qu'on puisse ramasser le maximum de connaissances et grandir moralement. Donc, pour notre société, c'est sûr que si on commence à changer les sujets, l'individu, d'une manière à lui faire vivre une vie plus ouverte, avec plus d'amour, de charité, de respect, c'est sûr que cela va changer notre société. On ne peut pas continuer à vivre dans un paradigme matérialiste où l'égoïsme prédomine, il prend toute la place. Donc, c'est arrivé le moment de changer ce paradigme. Et heureusement, je crois, et tous les indices le montrent, on est arrivé à ce moment. Donc, voilà, on pourrait rester encore, on pourrait parler beaucoup, parce qu'il y a énormément des implications qui touchent à la question de l'immortalité de l'âme. Et évidemment, on arrive à la fin parce qu'on a une limitation de temps. Et on va essayer de traiter ces implications. Mettons en quoi l'immortalité va impliquer pour des concepts comme le ciel, l'enfer. C'est sûr il faut revoir ces conceptions-là. Mais on va le faire en temps et lieu dans d'autres vidéos. On vous remercie énormément de votre attention. Si vous vous intéressez à ces questions, vous pouvez vous inscrire à la page du Centre Spirit Chico Xavier. Bientôt, on va offrir des cours en ligne sur les livres des esprits. Et on va toucher à tous ces sujets d'une manière un peu plus détaillée. N'oubliez pas de regarder aussi les références. On va vous laisser les références dont on a parlé aujourd'hui. Et je vous espère pour notre prochaine vidéo. Merci énormément et à la prochaine.